Alors, comme vous savez, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, j'ai commencé, je vais vous mettre les deux logos, vous voyez, parce qu'on a oublié, il y a le logo de gauche, hein, qui était le logo de la candidature de Paris, et vous voyez, c'était 24, hein, un 2, hein, avec, hein, voilà, on a oublié un peu ça, vous voyez, mais pendant des années, chaque fois qu'il faut 8 à 10 ans hein, pour une candidature aux Jeux Olympiques, au moins, eh bien, c'était le logo. Puis après, il y a le nouveau logo hein, qui a succédé, avec ce visage plutôt féminin, Paris 2024. Donc, il y a eu des tas de déclinaisons en couleurs et tout. J'ai pris celle-là. Hein. Et donc, ça a quand même été un moment important, parce qu'en France, apparemment, c'est tous les 100 ans qu'on a les Jeux Olympiques d'été. Bon, les Jeux Olympiques d'hiver, ça vient un peu plus régulièrement. Il manque une partie au travail que j'ai fait, c'est pourquoi les protestants, surtout anglo-saxons, allemands beaucoup moins, ont valorisé la pratique du sport. Ben, derrière ça, il y a une théologie, c'est la théologie du corps dans le christianisme et en protestantisme, et en particulier dans les protestantismes anglo-saxons, hein, presbytériens, méthodistes par exemple, même si pour nous français, bon, presbytériens on va dire calvinistes, et puis méthodistes on va dire évangélicaux, je sais pas quoi, vous voyez, mais c'est quelque chose d'assez important. Quels sont les deux sports importants inventés par les protestants? Le basket et le volley, voyez, qui sont des sports olympiques. Bon, de même, juste le sport adapté et qui est devenu les Jeux paralympiques, ce sont des protestants qui ont été à l'origine de ça. Hein. Et je crois que c'est pas uniquement pour des raisons strictement sociales. Derrière ça, il y a une théologie du corps, il y a une théologie, une réflexion sur le rôle de la pratique sportive par rapport à l'épanouissement de l'adolescent et de l'homme jeune, voire moins jeune, l'homme ou la femme, bien évidemment, l'être humain. Alors, on va partir du début, nous sommes à Olympie, et vous savez que le début de tous les jeux, que ce soit d'été ou d'hiver, ça commence par l'allumage de la flamme. Et l'allumage de la flamme se fait, alors il y a plusieurs endroits. Pourquoi? Parce que c'est une cérémonie qui aujourd'hui est retransmise à la télévision, en direct, donc il y a des enjeux financiers. Hein, les Jeux Olympiques, les enjeux financiers sont absolument colossaux, et donc ça c'est une image un petit peu ancienne du début du XXe siècle. Et d'ailleurs, l'allumage de la flamme, je crois que je leur dis après, n'est pas d'origine. Dans les premiers Jeux Olympiques du temps de Coubertin, à la fin du XIXe, il n'y avait pas d'allumage de la flamme. Chez nous, Français, quand on dit allumer, réallumer la flamme, on pense à quoi? À l'Arc de Triomphe. Hein, et vous savez qu'elle a été installée après la guerre de 14. Je crois que c'est 21 ou 23, je ne sais plus exactement la date, n'est-ce pas? Et c'est après, en fait, après la guerre de 14, dans le monde entier, il y a eu j'allais dire une mode, c'est un peu sévère, mais dans beaucoup d'endroits, on a créé des flammes, hein, comme celle de l'Arc de Triomphe, d'où la flamme des Jeux Olympiques, qui nous paraît officielle, habituelle, mais qui n'était pas, comment dire, à l'origine, non seulement dans l'Antiquité, mais aussi au début de Coubertin. Ça n'existait pas. Donc ça prouve bien que, comment dire, les Jeux Olympiques ne sont pas en apesanteur hein, dans des sociétés qui sont toujours en dialogue, et il y a des modifications permanentes. Et donc vous avez là, alors il y a tout un rite pseudo-antique, n'est-ce pas, avec ces femmes on va dire en robe longue, un randonnion là avec c'est les evzones, hein, l'équivalent de notre garde républicaine, mais à la mode grecque. Hein, les evzones en grec, ça veut dire ceux qui ont une belle ceinture. Et c'était ce qu'on appelait au XVIIIe siècle anglais les klefti, n'est-ce pas, des bandits de grand chemin, qui étaient en même temps résistants contre les Turcs. Hein. Bon, et donc c'est devenu l'uniforme à Athènes. Vous avez une flamme aussi aux soldats inconnus, hein, avec ils ont des sortes de sabots, c'est qui claquent, n'est-ce pas? Et vous avez aussi un pas assez spécial à renvoyer sur Internet, n'est-ce pas? Enfin bon, c'est des cérémonies assez exotiques pour nous. Hein. Et donc ils sont là, et c'est la cérémonie de l'allumage de la flamme, vous voyez. Donc on fait ça en grand. Hein. Et vous avez tout à fait à droite un petit autel, et la flamme est allumée avec les rayons du soleil. Hein. Et pourquoi les rayons du soleil? Parce que le soleil, c'est Zeus, ou Jupiter, je préfère dire Zeus chez les Grecs, et donc ça nous montre que dès le début, les Jeux Olympiques sont marqués par la religion antique, certains diraient païenne, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est important de le dire, ça. Et évidemment, pour le grand public aujourd'hui, tout ça
comme la culture gréco-romaine a quasiment disparu, hein, et puis même quand il y avait une relative culture gréco-romaine chez nous, eh bien, ça ne fonctionnait pas. Si vous voulez faire, les gens ne savaient pas tout ça. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est retransmis à la télévision. Vous voyez dans le coin à droite, là, on voit une caméra un peu ancienne. Hein, c'est pas une caméra numérique. Et évidemment, c'est toutes les autorités à la fois politiques et du monde olympique, hein, du Comité international olympique, qui assistent à cette cérémonie. Vous vous souvenez, cet été, pendant plus d'un mois, la flamme a fait le tour de France, hein, arrive à Marseille avec une grande cérémonie, hein, et puis ensuite, elle s'est promenée non seulement dans la France métropolitaine, mais elle a été faire un tour à Tahiti, puisqu'il y avait des épreuves à Tahiti, etc. Enfin bon, ça a été quand même un grand moment. Alors, d'où vient la flamme? Là, excusez-moi, il y a des fois, j'ai pas pu, à mon avis, éviter faire des textes. L'Antiquité, les Grecs considéraient le feu comme l'élément d'origine divine. Alors, dans la pensée grecque antique, il y a 4 éléments qui fondent l'univers: l'eau, la terre, l'air et le feu. Et le feu est d'origine divine. Hein, d'ailleurs, les étoiles, c'est le monde des dieux, n'est-ce pas, qui est un monde du feu. Et les dieux, de temps en temps, dans la voûte céleste au sens propre, ils ouvrent des œilletons et on voit le feu céleste derrière, n'est-ce pas? C'est ça, les étoiles, la nuit. Enfin, je simplifie outrageusement, hein, bien évidemment. Alors, le sanctuaire d'Olympie, donc, afin d'en garantir la pureté, la flamme était allumée à l'aide des rayons du soleil. Alors, ça dépend... Là, autre chose que j'aurais dû dire, pardon, en introduction. Selon la tradition grecque elle-même, des auteurs, Hérodote, 450 avant Jésus-Christ, Hérodote, les Jeux auraient été fondés vers 776 avant Jésus-Christ à Olympie, les Jeux d'Olympie. On est sûr aujourd'hui que c'est probablement faux, les Jeux sont sans doute plus anciens. Donc on serait probablement vers 850-800 avant Jésus-Christ. C'est donc une pratique extrêmement ancienne, hein, et qui apparaît réglementée vers la date historique habituelle, c'est 776. Les Jeux disparaissent à la fin du IVe siècle, lorsque le christianisme, avec l'empereur Théodose, hein, vous savez, on dit souvent beaucoup de mal de Constantin. Constantin, il a rien fait, il a juste autorisé le christianisme, qui devient, comme on dit à l'époque, religio licita, religion autorisée. Il a subventionné la construction des églises, il a subventionné la copie de Bibles, hein, il y a 50 Bibles qui ont été subventionnées, il y en a une à Lyon, hein, la bibliothèque municipale, à côté de la Pardieu. Mais il n'a pas du tout interdit les cultes non chrétiens. Hein, d'ailleurs, grande question, était-il vraiment chrétien? Il se serait fait baptiser sur son lit de mort, ce qui était une pratique courante, puisque quand vous êtes empereur, vous pouvez condamner quelqu'un à mort et donc faire couler le sang. À l'époque, dans l'Église, c'était pas forcément bien reçu. Donc les gens se faisaient baptiser sur leur lit de mort, hein, quand ils avaient une... comme ça, ils risquaient pas grand-chose. Voilà, bon... et donc, on met... Alors oui, donc en fait, les Jeux Olympiques, ça a duré plus de 1000 ans dans l'Antiquité, plus de 1000 ans. Vous imaginez bien que en 1000 ans, les choses ont évolué, les choses ont changé. Hein, et que parler en 1 heure des Jeux Olympiques, c'est un peu une gageure, hein, mais bon. Alors, on capte les rayons, et puis la flamme, en fait, n'est pas... c'est le soleil qui sert à l'allumer, et c'est Hestia, la déesse, la parèdre, comme on dit, Madame Jupiter, hein, vous savez que Jupiter ou Zeus trompait allègrement sa femme, et que Junon ou Hestia, eh bien, est honorée. À Olympie, vous avez le grand temple de Jupiter, et à côté, un plus petit temple, le temple de, j'ai confondu Héra, excusez-moi, et Hestia. Il y a la déesse Hestia, qui est la déesse du foyer, hein, correspond à la déesse romaine Vesta, si vous êtes allé à Rome, bon, et vous aviez donc des feux. Pourquoi des feux dans les temples? C'est comme dans le temple de Jérusalem, on brûlait les sacrifices, hein, que ce soit les sacrifices, animaux ou les sacrifices végétaux. Voilà, dans l'Antiquité. Et donc, alors la flamme, après, bon, on peut, continuer sur le symbole. Voilà. Alors, les Jeux Olympiques sont resitués dans le contexte. La Grèce est un pays assez étonnant dans l'Antiquité parce que c'est pas un pays. C'est une unité linguistique relative. Il y a 3 grandes familles de dialectes. À Sparte, on ne parlait pas la même langue qu'à Athènes, mais on arrivait à se comprendre. Hein.
Et la seule unité de la Grèce, elle était religieuse et linguistique, avec des nuances, puisqu'il y a les 3 grandes familles, je vous ai mis là, le dorien, qui est la langue de Sparte, l'ionien attique, l'ionien qui était parlé sur la côte actuellement turque, Smyrne, Izmir, Éphèse, toutes ces régions-là, et puis l'éolien, bon, qui est un peu plus au nord. Et les fêtes religieuses et les jeux sont des moments d'unité nationale, si tant est qu'il y a une nation grecque. Mais en tous les cas, des moments d'unité des Grecs. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Autrement dit, il y a une dimension religieuse dans les jeux, mais il y a une dimension politique aussi. Politique, c'est-à-dire que, par exemple, au moment de la trêve olympique, on arrête les guerres 1 mois avant la date des Jeux, pour que les gens puissent venir de tous les points du monde grec tranquillement et en paix. Vous voyez, ça montre bien qu'il y a un impact qui est politique. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques n'ont pas fait cesser, je ne donnerai pas trop d'exemples, mais les conflits, ce qui prouve que c'est complètement différent. Alors, les Jeux panhelléniques, qui concernent tous les Grecs, parce que parfois il y avait aussi dans les villes des Jeux locaux, c'est-à-dire qui ne concernaient que les gens d'une cité. Il y avait des manifestations, une sorte de fête nationale, si vous voulez, pour prendre une comparaison qui ne tient pas, qui est pas rigoureuse, mais les Jeux n'étaient pas que panhelléniques, concernaient tous les Grecs. Alors il y en a 3 grandes familles. Les Jeux de Corinthe, c'est là, on reviendra à Saint-Paul tout à l'heure, qu'on appelait les Jeux isthmiques, bien sûr, l'isthme de Corinthe, vous savez, cette toute petite bande de terre, là, en l'honneur de Poséidon, divinité de la mer. Moins connus, les Jeux de Némée, si vous avez des souvenirs des 12 travaux d'Hercule, à un moment, il étouffe le lion de Némée, vous voyez, et c'est pas très loin d'Olympie, quelques petites centaines de kilomètres. Et puis, il y avait aussi les Jeux pythiques ou delphiques en l'honneur d'Apollon. Alors, vous savez que à Delphes, à l'époque classique, le sanctuaire, c'est le sanctuaire d'Apollon. Mais il y a une légende qui dit qu'Apollon, pour simplifier, aurait tué le serpent Python, ce qui prouve qu'il y aurait eu une succession de cultes au même endroit. Pour ça qu'on dit les Jeux pythiques. D'ailleurs, la Pythie, cette prophétesse en quelque sorte qui est à Delphes, elle a gardé le nom de l'ancienne divinité. Voilà. Et c'est très bien que la mythologie, parfois, mythologise, si j'ose dire, des faits plus ou moins historiques ou culturels. Alors là, évidemment, les savants sont très contents de tout ça. Moins célèbre, pas très loin d'Athènes, à Éleusis, où vous aviez un sanctuaire important aussi, il y avait des Jeux. L'île de Samothrace, vous savez, au Louvre, la victoire de Samothrace, là en haut de l'escalier, eh bien, il y avait des Jeux à Samothrace. Il y en avait, alors, Dodone, c'est dans l'Épire, attention, L', c'est au nord-ouest de la Grèce, en l'honneur de Zeus. Et puis à Épidore, donc au sud de Corinthe, là où il y a un théâtre absolument magnifique aujourd'hui, et c'était un sanctuaire d'un dieu guérisseur, Asclépios, où on pratiquait ce qu'on appelle l'incubation, n'est-ce pas? Il y avait des grands portiques, les gens s'allongeaient, et le dieu était censé les visiter la nuit, et il se réveillait au matin, sensible, parfois guéri, on va dire. Voilà, c'était pendant le sommeil que ça se passait. Donc, tout ça pour vous dire que les Jeux Olympiques d'Olympie, c'est pas une exception, c'est un exemple qui va devenir le plus célèbre, mais même dans l'Antiquité, sur les 1000 années qu'ont duré grosso modo les Jeux Olympiques, ils n'ont pas toujours été, aussi populaires, aussi importants. Alors, vous aviez aussi des Jeux, donc tous les 4 ans à Olympie, à Delphes tous les 4 ans, mais décalés par rapport aux autres, voyez, pour pas se faire trop concurrence. Les Jeux de l'Isthme Corinthe, donc tous les 2 ans, 2e et 4e année de chaque Olympiade. Ça veut dire que la 4e année, il y avait des Jeux à Corinthe et à Olympie. Donc on voit déjà des sortes de compétitions. C'est peut-être pas la Ligue des champions en football, vous voyez, mais il y a quand même, et il y avait des sportifs professionnels, bien évidemment. Alors, et les Jeux de Némée, donc tous les 2 ans, 2e et 4e année de chaque Olympiade. Alors là, j'ai mis une carte, mais on voit pas grand-chose. Sur chaque étoile, retenez, c'est un lieu où on a des preuves de jeux.
Voilà, il y en avait probablement d'autres. Hein, mais vous voyez, il y en a par exemple à Rhodes, hein, Rhodes elle-même et l'autre grande ville, Lindos, etc. Donc c'est vraiment un fait culturel typiquement grec que ces jeux, et tous ces jeux sont des fêtes à la fois religieuses et en même temps politiques. Hein. Un autre exemple que je pourrais prendre, mais qui ne sont pas des jeux, vous savez, sur le Parthénon à Athènes, vous avez la célèbre frise des Panathénées, où on voit toute la population d'Athènes en cortège, hein, puisque on tisse un nouveau voile pour mettre sur la statue d'Athéna dans le Parthénon, et il y a donc tout un cortège. Hein, et c'est une manifestation à la fois religieuse et d'unité, j'ai dit nationale, je devrais dire d'unité de la ville, hein, tout simplement. Voilà. Alors, le temple d'Héra, donc, est un périptère, existe-t-il un petit peu de jargon. Périptère, ça veut dire qu'il y a une colonne tout autour. Hein, et puis hexa, c'est 6, avec 6 colonnes en façade et 16 sur les côtés. Alors n'oubliez pas que dans l'Antiquité grecque, à l'origine, les colonnes étaient en bois. Et d'ailleurs, dans les temples classiques, vous avez des éléments décoratifs qui s'expliquent par la présence, par exemple, de chevilles en bois, hein, et qui n'ont aucune fonction aujourd'hui. Alors, vous aviez aussi donc des voiles, hein, ça c'est, vous savez, dans le catholicisme, on retrouve ça dans certains pays, Portugal, Espagne, Italie aussi, où on change, en général c'est Marie, on change les costumes, hein, voilà. Eh bien, ça c'est une coutume qui revient de l'Antiquité, ni plus ni moins. Et il y a donc des femmes, bien sûr, qui sont chargées d'organiser des jeux en l'honneur d'Héra, des Héraias, avec des courses réservées aux femmes, hein, à Olympie. Au premier plan subsistent les vestiges de l'autel consacré à Héra. C'est là qu'on allume aujourd'hui, la flamme olympique. Ça, c'est quelque chose d'important. La culture grecque, la société grecque est une société où il y a d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Mais les femmes ne sont pas enfermées autant qu'à Rome, pour différentes raisons. Et vous avez des cultes religieux réservés aux femmes, d'autres réservés aux hommes. Et la pire des horreurs, c'est quand un homme, il y a un exemple célèbre dans les années 420 à Athènes, se déguise pour aller se rincer l'œil, non, je suis mauvaise langue, pour voir ce que c'était que ces mystères, n'est-ce pas, où les femmes célébraient des divinités féminines. Voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure, il y avait des sportifs professionnels. Le plus célèbre, c'est Milon de Crotone, n'est-ce pas? Crotone, c'est en Grande Grèce, comme on dit, Italie du Sud, hein, et 6 fois vainqueur à Olympie, vous voyez, 7 fois à Delphes, hein, c'est le Teddy Riner, si j'ose dire, de l'époque, hein, 10 fois l'isthme de Corinthe, 9 fois à Némée. Et il est le sportif le plus couronné de l'Antiquité et reçoit pour cela le titre de Périodonikès, n'est-ce pas? Nikès, c'est le vainqueur, Périodos qui revient tout le temps. Vous voyez, en ce moment, le mot synode est très à la mode, n'est-ce pas? Eh ben, péri, c'est autour d'eux, ou qui tourne, et puis odos, c'est le chemin. Hein, voilà. Et il aurait remporté, donc, un autre Théogène de Thasos. Thasos, c'est une île qui est dans le nord de la Grèce, pas très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie d'Europe. Vous voyez, oui. Hein? Et lui, 1300 victoires dans les compétitions. Donc, ce sont quasiment des sportifs professionnels. Mais ils représentent, en fait, leur cité. Voilà, ça c'est très très important. Alors, donc Théogène de Thasos, lui, n'est-ce pas, c'était au pugilat et au pancrace, disons les sports de combat. Et alors, on leur dresse des statues, et souvent ils ont des avantages en nature considérables. À Olympie, les gens ne gagnaient rien. Ils gagnaient une couronne. Alors selon les endroits, dans les Jeux Olympiques, c'est de laurier, c'est de l'olivier, hein, mais c'est dans leur cité où ils recevaient, par exemple, une maison, où ils étaient nourris à vie, au prytané, comme on disait. Hein. Le mot existe encore, à la Flèche, vous avez ce qu'on appelait le prytané, ce qu'on appelle toujours le prytané militaire, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est donc vraiment les héros d'une cité. Hein. Vraiment, ça c'est important. Bon, on peut rentrer dans les détails. Alors, Diagoras de Rhodes, oui, lui, voilà, ça c'est intéressant. Une dynastie d'athlètes, n'est-ce pas? Ses fils et ses petits-fils sont aussi vainqueurs à Olympie. Je crois que dans les sports, parfois, on retrouve des familles, hein, ou
dans les footballeurs, là, le nom Thuram, n'est-ce pas, il y a en 1998, je crois qu'il y a un de ses fils qui est dans l'équipe de France de football aujourd'hui. Voilà. Alors, le programme des Jeux Olympiques, je me resserre sur Olympie. Alors, sur Milan, évidemment, le programme a pu changer. Premier jour, on prête serment d'agir dans le respect des règles. C'est l'origine du serment olympique, qui est toujours prêté lors de la cérémonie d'ouverture. En général, il y a un athlète, au nom de tous les athlètes, n'est-ce pas, qui prête serment d'observer les règles, de pas trop se doper, etc., etc. Voilà. Alors ensuite, vous avez des concours pour les trompettistes et les héros, AUT bien sûr, c'est-à-dire, oui, il y a pas, c'est le média, vous voyez les trompettes, et donc on essaye de prendre les meilleurs. Et puis il y a tout un cérémonial, vous voyez, qui se fait avec les trompettistes et les héros qui annoncent les choses. Alors vous avez ensuite deuxième jour les compétitions hippiques. Alors aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, il n'y a que le jumping, n'est-ce pas, les sauts d'obstacles. Il n'y a pas de course. Mais dans l'Antiquité, il y avait des courses, comme à Longchamp ou je sais pas trop où. Alors l'épreuve reine, c'est la course des quadriges, des chars tirés par 4 chevaux. Pourquoi? Parce que évidemment, les biges, comme on dit, avec 2 chevaux, ou les quadriges avec 4, eh bien, ça vient de la guerre et des combats, bien évidemment. Et donc les vainqueurs ne sont ni les jockeys, ni les auriges, mais les propriétaires des chevaux. C'est exactement comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez propriétaire, vainqueur de l'Arc de Triomphe ou de je ne sais quoi, c'est lui qui touche la prime. Évidemment, en général, le jockey en reçoit sa part, mais c'est assez étonnant. Et alors, étonnant, dans l'Antiquité, les Jeux Olympiques, d'Olympie, ne sont que masculins. Mais une femme a gagné, parce qu'elle était propriétaire d'un quadrige, n'est-ce pas? Donc elle avait le droit d'être propriétaire, mais elle ne pouvait pas, évidemment, concourir. Alors, vous avez aussi une épreuve qu'on appelle le pentathlon, qui a été ressuscité, c'est une invention de Coubertin, le pentathlon moderne. Donc, vous avez le lancer du disque, le saut en longueur, lancer du javelot, la course et la lutte. Aujourd'hui, il y a le tir au pistolet, natation, je crois qu'il y a du cyclisme, puis je sais plus. On a pris des sports qui n'existaient pas dans l'Antiquité. Alors, oui, un quadrige, un exemple. Donc ça, c'est, peu importe où c'est, un bas-relief. Et puis le plus célèbre, c'est l'aurige de Delphes, n'est-ce pas? On connaît le nom de la personne qui a fait. C'était un tyran. Alors un tyran, dans l'Antiquité, c'est comment dire? C'est quelqu'un qui a imposé son pouvoir sans passer par les corps intermédiaires. César, d'une certaine manière, Jules César, était un tyran, entre guillemets. Le tyrannos, c'est pas le dictateur, je donnerai pas de nom équivalent aujourd'hui, vous voyez, mais c'est pas du tout le même sens. Et alors, il a remporté à Delphes, donc, des Jeux, en quadrige, et il a fait cette statue, qui s'appelait Polyzalos, n'est-ce pas? Et on est entre 480 et 470. Il est un peu plus grand que nature, on dit que, voilà. Et on voit très bien aussi le bandeau, le bronze était doré dans l'Antiquité, bien évidemment. C'est pas la rouille, le vert de gris qui fait changer. Vous voyez aussi les yeux qui sont conservés, ce qui n'est pas toujours le cas pour des statues de bronze. Et puis c'est vraiment ce qu'on appelle l'art sévère de première étape dans la Grèce classique. Et vous avez les reines. Alors tout ça a été retrouvé par les archéologues français qui ont fouillé à Delphes. Au XIXe siècle, et encore aujourd'hui, Olympie, c'est les Allemands qui vont fouiller, parce que tous les pays d'Europe, plus les Américains, veulent avoir leur chantier archéologique. Voyez. Alors les Américains, ils vont avoir l'Agora d'Athènes. Les Allemands, on va leur donner Olympie. Les Français, on va leur donner Delphes. Voilà. Et puis on pourrait, les Italiens, après sont venus, etc. Ce qu'on appelle les écoles. Encore aujourd'hui, l'école française d'Athènes, est un pôle d'excellence. Alors voici les reconstitutions possibles, parce qu'on a conservé pour des chevaux que les morceaux qui sont enfoncés sur la diapositive. Donc on pense que c'était un quadrige et qu'il est possible qu'il y ait eu à côté un cavalier qui aidait. Mais ça sont des hypothèses d'archéologues. Alors le lancer du disque, deuxième jour, donc le pentathlon, toujours, le deuxième jour, le lancer du disque sans élan.
savez, aujourd'hui, les discoboles tournent sur eux-mêmes. Hein. Donc, vous voyez, dans l'Antiquité, c'est plus basique, si j'ose dire. Hein. Tous les athlètes utilisent le même disque. C'est pas chacun qui a sa petite collection à lui. Alors, le saut en longueur, ça je vais montrer après. Non seulement on saute, mais on a des haltères, n'est-ce pas, en bois ou en métal. En pierre, de forme variable, parce que ça leste et on va un petit peu plus loin. Les techniques n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Vous savez que la mode aujourd'hui, c'est la reconstitution historique, hein, depuis une trentaine d'années, et vous avez des athlètes qui essayent de retrouver les techniques d'autrefois. Mais sauter, je crois que c'est toujours 8,90 m en longueur aujourd'hui, depuis 1968, je crois, à Bob Beamon, n'est-ce pas, les Olympiques de Mexico, ou sauter avec des haltères, c'est pas du tout la même technique. Hein, bien évidemment. Alors, le lancer oui, alors il y avait de la musique aussi, avec des joueurs de flûte, hein, ce qu'on appelle le diolos, c'est-à-dire qu'ils avaient 2 tuyaux, voyez, qui, soutenaient plus ou moins le rythme pour le son en longueur. Alors, le javelot, c'est non seulement un javelot, mais il y a une lanière de cuir, comme, vous savez, dans la préhistoire, vous avez ce qu'on appelle les propulseurs en bois. Hein, et bien là, vous aviez des lanières de cuir pour que ça aille encore plus loin. Donc voilà, vous voyez le célèbre discobole, hein, alors là on a des dizaines. D'ailleurs, vous voyez, cette statue est intéressante, celle de droite, parce que vous remarquez que derrière, il y a comme un pilier. Eh bien, parce que c'est une copie romaine d'un original grec qui était en bronze. Et donc, la répartition des poids entre la pierre et le bronze, évidemment, le bronze était plutôt creux, pas partout, hein, et donc c'est pour ça que souvent, les Romains, quand ils vont copier, vont mettre un arbre ou quelque chose, voilà, pour que la statue garde un équilibre. Hein. Voilà, ça c'est une statuette fin 5e, début 4e. Les compétitions, les hommes concourent nus, avec peut-être ce qu'on appelait jadis un suspensoire, là où c'est absolument indispensable. Et à haute époque, les femmes semblent avoir été exclues des jeux. Hein, comme je vous disais, la culture grecque, n'est-ce pas, il y a les hommes et les femmes d'un côté et de l'autre. Hein, en partant de la gauche, le 3e, vous voyez, il roule sa lanière autour de son javelot. Et à droite et à gauche, ceux que vous avez qui sont habillés, ce sont les arbitres, qui regardent si les javelots sont bien réglementaires, etc. Tout ça était organisé. Alors voici un saut en longueur, vous voyez, donc avec dans les mains, hein, vous avez donc pour essayer d'aller plus loin, ces lestes là, et puis vous avez toujours à droite, vous voyez, les arbitres, hein, qui avaient un rôle extrêmement important. Alors les courses à pied se déroulent dans le stade, il y a plusieurs types de courses, bien évidemment. Le stadion, comme on dit, sur environ 200 mètres, parce que les cités étaient indépendantes, elles n'avaient pas le même calendrier en Grèce, il n'y a pas de calendrier unifié. Il n'y a pas de système de mesure unifié, comme dans la France d'avant 1791 ou 92, là, la loi qui va créer le système métrique et toutes ces choses-là. Et donc, il y a des différences. Hein. Le stade ne fait pas la même longueur partout. Vous avez le double stadion, hein, c'est-à-dire le 400 mètres, si vous voulez, sauf que le stade n'est pas en ellipse. Il est vraiment aller-retour droit. Hein, on l'a aperçu tout à l'heure. Et puis vous avez la course de fond qui est, selon les lieux, de 7 à 24 longueurs de stade, c'est-à-dire de 1300 mètres à presque 5000 mètres, quoi. Voilà. Hein. Parce qu'évidemment, au cours de l'histoire, tout cela a varié selon ce qui se passait dans les autres cités. Enfin bon, c'est extrêmement complexe. Voici un exemple hein, sur un vase donc à figure noire de coureurs. Alors, vous aviez aussi la course en armes, hoplitodromos, hein, le hoplite, n'est-ce pas, c'est le guerrier, et 2 ou 4 longueurs de stade, avec comme équipement le casque de bronze, le bouclier. Alors, grande question, on le voit sur certaines, vases, mais c'est pas le bouclier à la romaine de Astérix, vous voyez, hein, c'est des plus petits boucliers ronds. À l'origine, on lui rajoutait même les jambières de métal, hein, c'est l'équivalent du parcours du combattant, si vous voulez, sauf que là, c'est aux Jeux Olympiques. Le poids de l'équipement, c'était une dizaine de kilos quand même, hein, donc courir avec 10 kilos, ça ne facilite pas les choses. Et puis, évidemment, c'était un bon entraînement militaire. Alors voici, hein, on les voit avec leur bouclier rond,
et leur casque. Là, ils n'ont pas de cnémide. Et voilà, celui-là, vous voyez, il a son casque, son bouclier, et ses cnémides, hein, ses jambières. Alors, il y a un peu un faux jour, mais vous apercevez, me semble-t-il, quand même. Le troisième jour, on commence par un grand sacrifice à Jupiter, à Zeus, à Olympie toujours. 100 bœufs, ce qu'on appelle l'hécatone, hécatone 100, et bœuf, en grec, le bœuf c'est bous, qui va donner la même chose que les bovidés ou les bovins, si vous voulez, un U et V, c'est à peu près la même chose. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait des hécatombes? Ça coûte beaucoup d'argent, évidemment, 100 bœufs, hein, et ça prouve au Dieu qu'on l'aime bien, tout simplement, et même qu'on l'aime beaucoup. Et alors n'oubliez pas que dans l'Antiquité, comme au Temple de Jérusalem d'ailleurs, on fait 3 parts normalement. On fait une part pour le Dieu qui est brûlé, une part pour les prêtres et une part pour ceux qui payent le sacrifice. Et les prêtres, évidemment, revendaient dans les boucheries. Les prêtres alimentaient, d'où chez saint Paul, vous savez, les viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça, c'est-à-dire que les bouchers étaient approvisionnés par les temples. Hein, voilà. Et donc, est-ce qu'on doit manger les viande sacrifiée aux idoles? Et puis, le sacrifice des sacrifices, c'était le holocauste, hein, holos tous, tout entier, et caustes, comme dans caustique ou en caustique, etc., c'est la racine de brûler. Hein, on brûlait la bête de A à Z. Donc, ça veut dire que ni le prêtre, ni le sacrifiant n'y retrouvaient leur compte, n'est-ce pas? Donc, ça coûtait encore plus cher. Et il y avait tout un jeu financier, hein, derrière tout ça, bien évidemment. Ici, on faisait des grands banquets et la viande, une partie de la viande sacrifiée était distribuée. Elle était en quelque sorte bénie, si j'ose dire, parce qu'elle avait été offerte aux dieux. Hein, voilà. Alors, l'après-midi, 4e jour, donc le pugilat, sorte de boxe, hein, la lutte et le pancrace, qui est encore une autre sorte de boxe. Alors, tirage au sort pour former les paires de combattants qui s'affrontent. Il n'y a pas de catégorie de poids dans l'Antiquité, donc les petits maigrelets, vous voyez, il y en avait quasiment pas. Hein. Et pour mettre fin au combat, un des adversaires lève le doigt ou pour s'avouer vaincu, tout simplement. Alors, les pugilats, je vais montrer des vues après. Les mains des pugilistes sont protégées par de longues lanières de cuir, hein, et parfois même de cuir renforcé de clous. Vous voyez, bon, c'était pas des douillets. Voilà, c'est ce que je vous dis. Bon, hein. La lutte, on a les lutteurs combattent debout, à main nue. Il y a différentes prises, et celui qui touche le sol à 3 reprises au moins a perdu. Le but, c'est de rester debout, tout simplement. Et puis le pancrace, alors sorte de lutte qui autorise tous les coups. C'est un peu comment ça s'appelle, je sais plus quoi là. Aujourd'hui, il y a un combat. Le nom m'échappe là, anglais. Pardon? Oui, un mélange de tous les sports de combat. Là, ils sont dans des sortes de cages. Je sais plus. Enfin bon. MMA, voilà. Mais je sais plus ce que ça veut dire exactement. Enfin, peu importe. Vous voyez, on avait même le droit. On n'a pas le droit de mordre, pas le droit d'arracher les yeux, mais on peut mettre les doigts dans le nez de son adversaire. Vous voyez, on a des textes qui nous disent tout ça. Et vous voyez là, hein, c'est une scène de pancrace où on voit. Vous voyez, il y en a un. Comment dire? Celui qui est au milieu, il est en mauvaise posture et on a l'impression que son adversaire lui met plus ou moins, je sais pas trop si c'est dans le nez ou dans les yeux, mais enfin il lui fait des choses pas très très sympathiques. Et voyez l'arbitre qui lève la main, probablement pour interrompre le combat qui n'est pas conforme donc aux règles. Hein. Donc vous voyez une peinture qui est à Londres, qui date des années 490-480. Alors, on ne connaît pratiquement aucun nom de ces peintres. D'artistes de l'Antiquité, on en connaît très très peu, on en connaît quelques-uns, et alors les spécialistes, à partir d'un vase signé, essayent de voir s'il n'y a pas d'autres vases où on retrouve des points communs. Voilà, ça c'est une chasse à l'homme, si j'ose dire. Alors, voilà, vous voyez, même si c'est du 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ, donc à époque, post-classique, vous voyez qu'il a c'est pas des gants de boxe, hein, mais enfin ça doit pas être très sympathique quand on est frappé avec ce genre de choses. Alors, ici, donc, 2 combattants, hein, c'est encore aujourd'hui dans la boxe, au début du combat, ils se touchent les gants l'un de l'autre.
hein, une manière de saluer l'adversaire. C'est ce qu'on a ici, semble-t-il. Le site d'Olympie, qui est très bien conservé aujourd'hui, hein, ça se visite agréablement. Donc voilà une reconstitution. Vous avez, excusez-moi, vous avez donc le grand temple au milieu avec une enceinte sacrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller n'importe comment. C'est comme dans le temple de Jérusalem. Hein. Jérusalem, vous savez, il y avait différentes enceintes, et puis il y a le Saint des Saints, hein, il y a les enceintes extérieures, les enceintes intérieures, le Saint des Saints où on ne va qu'une seule fois par an pour le grand pardon, c'est-à-dire quasiment aujourd'hui. Et vous avez donc les différents lieux, hein, avec les hôtelleries, et puis en particulier l'atelier du sculpteur Phidias qui avait sculpté la Athéna du Parthénon et qui avait sculpté donc la statue de Zeus dans le grand temple. Hein. Vous montrez une reproduction. Donc vous voyez, à droite, ce qui est en brun, là, la grande longueur, c'est le stade deuxième époque. En pointillé, presque en dessous, c'est le stade première époque, parce qu'inutile de vous dire qu'il y avait des chantiers quasiment en permanence. Hein. Voilà. Et puis, voilà le site actuel avec au premier plan le temple de Zeus, et puis à gauche, à l'arrière-plan, entouré de pentes herbues, vous avez le stade antique. Le stade antique, semble-t-il, n'avait pas de tribune ou de siège. Hein, les gens s'asseyaient dans l'herbe. Voilà. Bon, c'est d'autres choses à dire, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors voilà, hein, le stade tel qu'il est aujourd'hui. Alors il y avait différentes lignes de pierre pour non pas les starting blocks, n'est-ce pas, mais bon, tout ça est très bien documenté. Et puis à gauche, ce que vous avez, c'est pas une partie du sanctuaire. On a beaucoup de bases de statues de bronze. Alors les statues de bronze ont disparu. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'Antiquité, il y a une crise économique et monétaire, et tout ce qui est métallique et de bronze va être récupéré pour faire, entre autres, des pièces de monnaie. Hein. Vous savez que les premières pièces de monnaie qui apparaissent en Turquie actuelle hein, servaient à payer les mercenaires. Parce que les gens, ils prenaient un contrat de 3 ans dans telle cité, si tout se passait bien, ils en repartaient, et il fallait qu'ils repartent avec quelque chose. Ils étaient logés, nourris, donc on leur donnait des rondelles d'or, puis d'argent. Puis après, on va créer la monnaie de bronze. Hein, et à la fin de l'Antiquité, la monnaie d'or, d'argent disparaît, pour raison de crise économique, et c'est la monnaie de bronze. Donc toutes les statues sont récupérées. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de statues de pierre que de statues de bronze, qui sont récupérées, coulées, fondues, etc. Et donc on a les bases, et sur la base, souvent, vous avez une inscription qui vous donne des précisions hein, sur le nom de la personne ou du dieu, sur la cité, etc. Et puis un système de dates. Voilà, donc encore ici, là c'est le temple d'Héra, avec devant là l'autel où était autrefois allumé le feu pour les jeux. Donc et n'oubliez pas que dans l'Antiquité, les temples étaient peints. Les temples blancs, comme si on les avait lessivés, n'est-ce pas? On a retrouvé des dizaines de traces hein, de couleurs. Et là, vous voyez, c'est des couleurs telles qu'elles étaient dans l'Antiquité. Aujourd'hui, en grattant la pierre, les chimistes arrivent à reconstituer les colorants. Et vous avez tout en haut, vous voyez, une statue d'une Nike, hein, d'une victoire. Voilà. Alors, ça, c'est le temple de Zeus de 4-6, c'est ça. Donc, c'est bien celui que je vous ai montré. Et au milieu, là, c'était la statue. Alors, aussi très important, dans l'Antiquité, on ne va pas au temple. On ne pourrait pas être dedans. Le temple, c'est la maison du Dieu. Ne rentrent dans le temple que les prêtres. Point final. Et donc, les autels, hein, alors nous, chez les protestants, on dit la table, n'est-ce pas? Elle est là. Mais chez les catholiques, comme vous savez, on dit l'autel, et il est dedans. Ça, c'est une révolution du christianisme. Le christianisme a fait que les autels d'extérieur, bah, évidemment, les chrétiens n'ont jamais brûlé qui que ce soit sur leur autel, vous voyez, enfin bon, et c'est dans le fidèle est dans le lieu. Hein. Et l'Église, comme vous savez, Enkalein, c'est invité. L'Église, c'est le lieu des fidèles. C'est pas la maison du Dieu. Hein. Pour terminer, les protestants français ont appelé ça temple parce qu'il fallait se distinguer des catholiques, mais c'est un contresens théologique. Temple, en grec, ça vient de racine qui veut dire séparé. Comme s'il y avait l'espace de Dieu et l'espace des hommes. Ça, c'est une conception catholique, si vous voulez. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être même ici, il y avait une balustrade, n'est-ce pas?
hein, dans les temples protestants au moment de la communion qui se faisait après le culte, etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais enfin, ce serait un autre débat. Donc, juste le mot temple, dans l'Antiquité, convient parfaitement. C'est un espace sacré qui appartient au Dieu, et à lui seul, et il y a donc lui et les prêtres qui doivent y aller. C'est pour ça que les autels sont toujours à l'extérieur, d'une part parce qu'on brûle des plantes, sacrifices végétaux ou des sacrifices animaux, on brûle de la viande, hein, donc dans une maison c'est pas terrible, et puis surtout c'est une manière de mettre, comment dire, ce qui est profane, hein, devant le temple, étymologiquement en latin, et puis séparé donc de la maison du Dieu. Voilà des reconstitutions de la statue de Zeus à Olympie. Elle était, comme on dit, quand on veut faire savant, chryséléphantine. Chrysos, c'est l'or, et éléphantine, éléphas, c'est l'ivoire, hein, ce qui va donner le mot éléphant. Donc les parties du corps sont en ivoire. Alors ce sont des plaquettes, c'est pas de l'ivoire massif, bien évidemment, vous voyez, mais il y avait un commerce extrêmement important d'ivoire entre l'Égypte et la Grèce. Je rappelle que il y a une ville grecque en Égypte qui s'appelle Alexandrie, qui n'a jamais été égyptienne dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on dit, en latin, on dit Alexandria ad Aegyptos, c'est Alexandrie près de l'Égypte. C'est extrêmement important de bien comprendre ça. C'est une ville grecque juxtaposée, mais ça n'a jamais été pensé comme une ville égyptienne au sens pharaon, Anubis, et Isis, Osiris et tout ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, vous avez une échelle, hein. Les petits bonshommes, là, c'était des statues absolument colossales. Donc ça vous donne, derrière ça, il y a des fonds, il y a de l'argent. Hein, les temples brassaient beaucoup. Alors, une reconstitution donc du fronton, d'un des deux frontons du temple de Zeus à Olympie. Hein, bon, je rentre pas dans les détails, mais tout ça raconte une histoire. Hein. Et voilà, hein, le fronton est, vous voyez, vous avez Zeus au milieu, bon, Pélope, je vais pas vous raconter ça, mais c'était la mythologie en pierre. Hein, vous savez, on dit parfois que les cathédrales sont des bibles de pierre. Hein, c'est une expression qu'on trouve chez Victor Hugo. Ben là, les temples étaient des mythologies de pierre, si vous voulez. Hein, voilà. Alors, bon, là, il y a plusieurs reconstitutions, on va pas rentrer dans les détails, ça n'a pas grande importance. Le fronton ouest, hein, les temples sont orientés est-ouest, comme les églises, hein, traditionnellement. Hein. L'église catholique, entre guillemets, est orientée, c'est-à-dire vers l'ouest, on rentre à l'ouest et on va vers l'est. Hein. Mais bon, c'est pas toujours respecté. À Tours, par exemple, la basilique Saint-Martin, elle est nord-sud, vous voyez, parce qu'elle a été construite au XIXe siècle. Mais la vieille était orientée. L'ancienne qui a été détruite sous la Révolution. Alors, ça c'est le site d'Olympie tel qu'il a été trouvé. Alors, vous savez, c'est comme l'Égypte encore aujourd'hui. Les pays, l'Égypte, hein, les baies d'Égypte, ou la République grecque aimaient bien les archéologues. Ça faisait lutter contre le chômage. Tous les archéologues européens ne faisaient que l'encadrement, mais on prenait des dizaines et des dizaines d'ouvriers, tous faisaient à la pelle et à la pioche, et vous avez les colonnes, et alors les colonnes sont dans la position où un tremblement de terre, dont on a la date, au 4e ou au 5e siècle, je ne sais plus, après Jésus-Christ, le temple s'est effondré. Hein, et donc, après, parce qu'en plus c'est sur une pente avec une rivière, enfin je rentre pas dans les détails, mais disons que les alluvions ont recouvert tout le site et l'ont très bien conservé. J'aime bien ce genre de photos, vous voyez, parce que ça nous montre un petit peu d'où vient hein, l'archéologie et les temples. Bon, alors, à Olympie, vous aviez aussi l'un des héros, c'est Jupiter, bien sûr, Zeus, mais c'est aussi l'un des fils de Zeus, c'est-à-dire Héraclès. Hein, et vous avez les 12 travaux d'Hercule. Bon, c'est pas très visible, hein, parce que j'ai pas voulu les agrandir chacun. Voilà. Et l'origine des jeux, on pense que ce sont des jeux funèbres, c'est-à-dire après la mort de quelqu'un, sur son tombeau, on organise des jeux, c'est une manière, si je sais pas quoi dirait, c'est la pulsion de vie qui lutte contre la pulsion de mort. Et dès Homère, hein, Homère c'est 800-750 avant Jésus-Christ environ, hein, eh bien on nous dit que fils d'Atrée et vous autres Achéens, c'est-à-dire Grecs, porteurs de bonnes jambières, hein, les Cnémides dont on parlait tout à l'heure, voici déposer les prix qui, dans la compétition, attendent les hommes d'attelage, c'est-à-dire les conducteurs de chars. Si nous, les Achéens, nous faisions aujourd'hui des jeux en l'honneur d'un autre,
donc d'un autre que celui que l'on va honorer, croyez-moi, je m'emparerai du premier prix et je l'emporterai dans mon pavillon, dans ma tente. Alors peu importe qui dit ça, mais ça veut dire qu'il y a déjà des courses de chars dans les années 750 avant Jésus-Christ, telles que Homère nous le raconte. Donc vous voyez, ça complète ce qu'on a vu déjà précédemment. Et puis il y a derrière ça toute une légende autour de la mort d'un personnage qui s'appelle Œnomaos, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toujours comme ça dans l'Antiquité. C'est un père qui veut bien donner sa fille, mais pas à n'importe qui. Et puis il y a une concurrence, alors il y a une compétition. Enfin bon, il y a évidemment une mort. Et voyez, donc on nous dit Pélops, qui va donner Péloponnèse, c'est-à-dire le sud de la Grèce, il institua des festivités et un concours pour la mort d'Œnomaos, manière d'expier. Il a tué Œnomaos et en organisant les concours, il expie. Voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a quand même un certain nombre de géographies. Alors, vous voyez, Strabon, j'ai mis les dates là, 63 avant Jésus-Christ, 23, c'est l'époque de Jules César. Et donc, on a parfois des textes qui ont 500, 600 ans, sont plus tardifs, mais qui véhiculent des traditions à considérer. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et chez Pindare, alors Pindare, donc c'est la grande Grèce classique, on va dire vers 450 avant Jésus-Christ, eh bien c'est Héraclès qui fonde des jeux après avoir tué Augias, vous savez, les écuries d'Augias qu'il nettoie en détournant une rivière, n'est-ce pas? Et il tue Augias parce qu'il y a encore une histoire de fille là-dedans, etc. Et il doit offrir un sacrifice pour expier la mort et un sacrifice et des jeux funèbres. Voilà. Alors, à l'époque hellénistique, c'est après la mort d'Alexandre le Grand, 320 à peu près, et jusqu'à la conquête romaine, on va dire 50 avant Jésus-Christ. Et il y a une hellénisation donc de tout le bassin méditerranéen. Et en particulier, on a des textes qui nous disent qu'à Jérusalem, il y avait un hippodrome, voyez, et tout à fait en haut, là, ce que vous avez, c'est le temple, les grands murs derrière. Les archéologues n'ont jamais retrouvé, au jour d'aujourd'hui, aucune trace de cet hippodrome dans Jérusalem. Mais vous savez, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'entre 160 avant Jésus-Christ et encore à l'époque du Christ, vous avez tout un courant du judaïsme qui est hellénisé et qui était très très mal vu par les courants de stricte observance comme les pharisiens. Voilà. Et on a d'autres choses. Vous voyez, ça c'est le texte donc. À cette époque surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi et ils séduisirent beaucoup de gens car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, qui sont hellénisées. » En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi, Antiochus. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase, c'est pas Antiochus, je me trompe, c'est dans les Maccabées, si c'est Antiochus, c'est ça. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume des nations. Alors le gymnase, c'est non seulement un lieu où on fait du sport, mais on fait du sport tout nu. Gymnos en grec, nu. Et ça, en judaïsme, la nudité, c'est quelque chose, c'est l'horreur des horreurs, si vous voulez. C'est un exemple de frottement, si vous voulez. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, qui était considérée comme une curiosité, alors qu'elle existait aussi en Égypte. Mais les Égyptiens, c'était vraiment des gens, différents. Et ils renièrent l'alliance sainte, ils s'associèrent aux gens des nations, ils se vendirent pour faire le mal. Vous voyez, premier livre des Maccabées, chapitre 1 et paragraphe 11 à 15. Alors, le roi Antiochus, voyez, impose le culte païen à l'intérieur même du temple de Jérusalem, vous avez la date exacte, et le temple est dédié à Zeus Olympien. C'est l'abomination de la désolation dont parle le livre de Daniel. Et on va avoir en Judée-Samarie des concours athlétiques et évidemment qui sont des cérémonies non seulement sportives mais surtout religieuses. Donc pour les Juifs, évidemment, de stricte observance, c'est absolument inadmissible. Et il est possible que dans le temple de Jérusalem, il y ait eu cette charmante statue donc de Zeus Olympien, financée par le roi de Syrie,
après la mort d'Alexandre le Grand, son immense empire, qui allait depuis la Grèce jusqu'en Afghanistan. Alexandre avait conquis l'Afghanistan, hein, c'est un des rares à avoir réussi. Et après tout cela va éclater avec différents morceaux. La Grèce, qui va rester unie, conquise après, dominée par les Macédoniens et conquise par les Romains. L'Égypte, hein, les derniers pharaons sont des Grecs, hein, Cléopâtre, elle était pas du tout égyptienne, culturellement et génétiquement, elle était grecque. Et dans le temple de Jérusalem, donc, vous allez avoir sans doute cette statue. Alors vous imaginez, ça dans le Saint des Saints, pour un bon juif, c'est absolument insupportable. Et un personnage que vous connaissez tous, qui est absolument un personnage fascinant, qui s'appelle le roi Hérode. Là, nous, on regarde que c'est le mauvais. Hein. D'abord, il essaye de tromper les rois mages, et puis il tue les saints innocents, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, c'était un personnage très bien documenté. Il a eu un certain nombre de femmes qu'il faisait tuer parce qu'il pensait qu'elles complotaient contre lui. Ses fils, c'était le même tarif. Les filles, évidemment, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et on sait qu'il est mort, un peu comme Staline, si vous voulez, c'est-à-dire probablement, enfin certainement, atteint d'une maladie infectieuse, et personne, aucun médecin ne voulait le soigner, parce que soigner le roi, qui était grabataire, c'était risquer sa tête, tout simplement. Voilà. Hein. Et donc, je vous montre 2 livres, parce que Hérode a été, comme Louis XIV, un très grand bâtisseur et constructeur. Hein, en particulier, vous avez donc à Masada, hein, le livre de gauche là-bas, et puis quelqu'un récemment a publié aux Belles Lettres le roi Hérode de la légende à l'histoire, qui sort un peu de la légende noire qui a existé. Hein. Il ne s'agit surtout pas de dire que c'était pas un saint homme, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est un homme riche, c'était un milliardaire. Et à l'époque, n'est-ce pas, c'est les guerres civiles à Rome entre Auguste et Antoine. Et alors, il finançait tantôt l'un, tantôt l'autre. Vous voyez, je ne voudrais pas faire de parallélisme discourtois, mais un peu comme dans certains pays du Sud, n'est-ce pas, on arrosait à une certaine époque aussi bien le Parti socialiste que le RPR, n'est-ce pas, selon les courants en vogue. Alors, quelques traces d'hellénisation, ça c'est à Césarée. Donc, vous avez au fond les cheminées d'une très belle usine chimique, hein, mais il faut bien qu'il y en ait quelque part, n'est-ce pas? Et puis vous avez les ruines de ce qui était la capitale romaine de ce qui va devenir après 133 la Palestine, si vous voulez. Hein. Et c'était le logement du gouverneur. Donc vous aviez un théâtre qui a été reconstruit. Vous aviez donc un théâtre qui est très bien documenté. Hein. Vous aviez ici voilà, hein. Vous avez donc le théâtre, vous le reconnaissez, vous avez l'hippodrome, et puis vous avez à gauche, donnant sur la mer, le palais du gouverneur, et Saint Paul, dans ses voyages, à un moment, il va à Césarée, hein, c'était là que ça s'est passé, et puis vous avez au fond le port, c'était le principal port romain de la région, et vous avez, vous voyez en dessous, une vue récente. Alors, voilà. Et alors Flavius Joseph est un auteur qui est connu parce que Flavius s'est révolté avec ses camarades juifs en 66 avant Jésus-Christ contre la présence romaine. Seulement lui, il était chef d'une garnison dans le nord, en Galilée. Et très rapidement, il va se rendre aux Romains, et pour épargner entre autres la vie de ces hommes. Et comme il était de langue grecque, comme les Romains, eh bien, ils vont dialoguer, et puis il va découvrir des choses, et il va se mettre au service des Romains. C'est lui qui va servir parfois, pendant le siège de Jérusalem, en 70, de porte-parole, de négociateur. Hein. Et après, il va à Rome. Son nom, n'est-ce pas, Joseph, c'est le nom juif, et Flavius, parce que il a pris le nom d'un des empereurs Flavien, Vespasien, Titus et Domitien, hein, qui étaient les 3 de la... Et il a écrit 2 livres, les Antiquités juives, hein, vous avez à droite Agi, n'est-ce pas, Antiquités juives en français, et un autre qui s'appelle, en latin, on dit Bellum Judaicum, ou la guerre des Juifs. Il raconte d'abord la guerre qu'il a connue, hein, et c'est un document historique de première main, parce qu'il y a participé d'un côté au début, et de l'autre à la fin. Voilà. Et il dit, voyant en effet ces Jeux, les Jeux olympiques, en passe de disparaître faute de crédit, et cette survivance de l'ancienne Grèce tombée en décadence, non seulement il accepta la fonction de président des Jeux olympiques, qui coïncidait avec son voyage par mer à Rome, mais encore il dota les Jeux olympiques à perpétuité de revenus pour que le souvenir de sa présidence ne finisse pas.
Autrement dit, il a sponsorisé, le brave Hérode, vous voyez, les Jeux Olympiques, il faut le dire, ni plus ni moins. Ça donne une idée. Hein. Si vous allez à Athènes, alors c'est la génération suivante, mais vous avez sur le flanc sud de l'acropole l'Odéon d'Hérode Atticus, hein, qui est l'un des descendants. Vous voyez, Atticus, Hérode, c'est son nom de la dynastie, et Atticus, c'est-à-dire l'Attique, parce qu'il était, imbu de culture grecque. Hein. Et évidemment, les Hérodiens étaient extrêmement mal vus des Juifs de stricte observance. Alors, on en vient à Saint-Paul. Hein, vous avez à gauche une belle mosaïque au Aios Polos, n'est-ce pas? Et puis à droite au Vatican, vous le voyez, avec son épée. Alors, c'est pourquoi l'épée? Parce que la parole est une épée à double tranchant, hein, vous connaissez la métaphore. Alors, juste au chapitre 18 du livre des Actes, vous lisez. Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, c'est quand même long, 1 an et demi, il y enseigna la parole de Dieu. La ville de Corinthe est détruite par les Romains donc en 146 avant Jésus-Christ, même année que Carthage. Hein, les Romains, vous voyez, détruisent ces 2 villes. Et 100 ans après, un certain Jules César, en 46, va lancer la reconstruction de ces 2 villes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fallait un pôle sud au bassin méditerranéen, Carthage. Les ruines de Carthage qu'on visite aujourd'hui, c'est essentiellement des ruines romaines, et pas de la Carthage carthaginoise dont il ne reste quasiment rien. Pas tout à fait. Et puis à Corinthe, c'est la même chose. Hein. Il reste très peu de choses dans la ville basse. Sur la colline, là, vous avez ce qu'on appelle l'Acro-Corinthe. Il reste le temple principal de Corinthe, mais la ville n'en reste presque rien. Et donc... voilà, hein, vous voyez le canal et vous avez le théâtre, le temple et le stade, site des Jeux. Et une hypothèse que je fais, qui n'a aucun fondement autre que hypothétique, c'est qu'en 1 an et demi, imaginons, Paul a pu assister aux Jeux corinthiens. C'est parfaitement possible, c'est improuvable, hein, je n'affirme pas. Et pour lui, grec, pharisien, hein, grec de culture et de langue, pharisien du point de vue religieux, ça devait être quelque chose d'assez intéressant. Et donc, dans les 2 lettres aux Corinthiens, écrites, on va dire, entre 50 et 55, hein, eh bien, on y trouve un certain nombre d'expressions. Par exemple, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'il n'y en a qu'un qui reçoit le prix? Courez de manière que vous le receviez. Hein. Et oui, dans les Jeux Olympiques, il n'y avait pas médaille d'argent et médaille de bronze dans l'Antiquité. Il y a on gagne ou c'est tout. Hein. Eh bien, ici, il utilise donc la métaphore, n'est-ce pas, de la course et surtout du fait qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Alors, le célèbre passage de Galates 3,28, si ma mémoire est bonne, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Cette idée de l'unité en Christ, c'est l'idée, à mon avis, dérivée du fait que pour les Grecs, l'unité se faisait dans la religion. Hein. Alors, je ne vais pas jouer mon petit Bultmann ou Bousset ou d'autres, n'est-ce pas, des théologiens de la première moitié du XXe siècle, qui ont, à mon avis, exagéré l'influence grecque sur la première Église. Hein. En particulier le fait que le Christ semble avoir été adoré très très tôt, probablement dès les années 35-40, on lui rendait un culte, vraiment, et certains ont dit, oui, mais c'est l'influence de la religion grecque. Bon, pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est tout à fait discutable. Hein. En tous les cas, c'est l'idée, n'est-ce pas, que au-delà de la masculinité, etc., il y a un ferment d'unité autour de la religion. Alors, Galates 5,7, toujours les Galates, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Métaphore sportive, là encore. Et si quelqu'un concourt, il n'est point couronné, s'il n'a concouru suivant les lois. Un des passages de Paul où il défend la loi, n'est-ce pas? Ça existe aussi, les règles, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi et qu'on est sous l'évangile, n'est-ce pas, ou sous la grâce, qu'il n'y a pas de règles, tout simplement. Alors, j'ai là aussi 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Hein, vous avez le mot agone, agona, qui va donner agonie en français, hein, et l'agonie, c'est le dernier combat, hein, du corps, là encore, contre la puissance de mort. Et puis, autre passage un peu plus loin, verset 8,
Au reste, la couronne de gloire, hein, Dikaios Unes Stéphanos, c'est la couronne de gloire des Jeux Olympiques, ni plus ni moins. Vous voyez, à l'époque, il n'y a pas de médaille, il y a la couronne. Et on en trouve d'autres, par exemple, 1 Timothée 4, gymnadze en grec, exerce-toi à la piété. Alors, gymnadze, ça veut dire, mets-toi en tenue de sport, c'est-à-dire tout nu, pour t'exercer à la piété. Alors vous imaginez que ça pouvait choquer évidemment les judéo-chrétiens, ça, mais il y a l'idée quand même que la piété, c'est quelque chose qui demande un entraînement. C'est pas quelque chose de, comment dire, d'instantané. Et puis, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, etc. Un somatike gymnasia, c'est l'exercice au sens physique. Voilà. Et donc, mon hypothèse, c'est que Paul a dû être marqué par les Jeux de Corinthe, et ça va être l'une des métaphores qu'il va souvent utiliser dans les textes. Et puis, Philippiens 2,16, hein, pour que je puisse me glorifier au jour de Christ, de n'avoir point couru en vain, là encore la métaphore de la course pour la vie humaine. Voilà, et puis on pourrait aussi rajouter Philippiens 3, hein, c'est une épître que je préfère, pour ne pas vous le cacher, non que j'ai déjà saisi le prix du vainqueur, hein, ou que je sois déjà parvenu à la perfection. Alors perfection, c'est un mot difficile à traduire, enfin le verbe téléo, c'est à la fois la perfection et l'achèvement. Vous savez que parfait, hein, c'est ce qui est fait, et par, qui veut dire parfaitement, enfin plus que bien fait. Voilà. Et donc c'est cette idée-là, c'est-à-dire que c'est perfection au sens d'avoir terminé quelque chose et de l'avoir bien terminé. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir encore saisi le prix, hein, c'est le verbe katalambomai, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière, je est tendant vers celles qui sont devant, emprosten, vous voyez, donc c'est le coureur, hein, ni plus ni moins. Alors, il y en a d'autres, ah oui, celle-là aussi, la fin de Philippiens, vous savez, quand on parle de tout le monde, comme dans Romains 16 ou d'autres, oui, je t'en prie, toi aussi, mon fidèle collègue, sunzuge, alors en rouge, hein, sunzuge, ça veut dire qui est attelé au même joug, J-O-U-G, comme les bœufs. C'est ni plus ni moins, on est les chevaux, vous voyez, d'un char, hein, voilà. Il y a encore là une métaphore sportive. Bon, après, aide-les, elles qui ont combattu, hein, Évodi et Syntyche. Alors certains disent que c'est des personnes qui ont existé, d'autres disent que ce sont des noms symboliques, parce que Évodi, ça veut dire bon chemin, et Syntyche, ça veut dire destin commun. Voilà. Alors est-ce que c'était des noms, mais est-ce qu'ils ont été choisis parce que c'était des personnes pour leur valeur symbolique, ou peut-être les deux? Si vous vous appelez Didier, par exemple, vous savez peut-être que ça vient du mot latin désir, hein, et bon, on pourrait comme ça, avec les prénoms, s'amuser. Alors, juste pour terminer, une des grandes dates des Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques de Berlin, 1936. Hitler était contre au début. Il était contre, parce qu'il estimait que c'était anglo-saxon, décadent, enfin bon, etc. Et c'est un certain Goebbels, beaucoup plus intelligent que parfois on le croit, qui a convaincu Hitler que ça pourrait être un coup de propagande absolument extraordinaire. Et ce que cela a été. Les Jeux Olympiques de Berlin ont été les premiers à avoir une masse financière comparable à celle de Paris aujourd'hui, ou de ceux d'avant, hein. Et c'était open bar, comme on dit en français, n'est-ce pas, avec des capitaux. Bon, on a un peu moins poursuivi les Juifs pendant l'année 1900, fin 35, début 36. On est montré un peu plus, comment dire, présentable. Par contre, la ville de Berlin était entièrement tapissée de célèbres drapeaux rouges avec la croix gammée, etc. Et Hitler, enfin Goebbels, a eu l'idée de faire un film consacré, un film qui est un chef-d'œuvre du cinéma, du point de vue technique, et il a confié ça à une femme, hein, ça prouve quand même une certaine... Vous voyez, il y a son nom, Leni Riefenstahl, hein, et au début, ça s'appelait Olympia Fest der Schönheit, c'est-à-dire Olympie, fête de la beauté. Alors vous savez, c'est toute l'idéologie nazie, bien sûr, les corps ariens, parfaits, enfin tout ce qu'on veut, etc. Et puis alors après, vous avez à droite là, vous voyez, Fest der Völker, fête des peuples.
hein. Et après, c'est devenu, ils ont changé le titre, Die Götter des Stadions, c'est le nom, les dieux du stade. Et l'expression aujourd'hui est passée et alors ils ont choisi donc le disco ball, hein, avec comme référence à l'Antiquité. Vous voyez que la fiche du milieu, qui est la première, est quand même nettement moins percutante. Hein, voilà, du point de vue technique. Et puis, donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai le culte du corps, c'est peut-être plus les dieux de... Bon, j'ai trouvé ça. Et puis il y a un sociologue, n'est-ce pas, qui a écrit tout un livre sur le nouveau culte du corps aujourd'hui, avec une belle photo de couverture. Et puis Nietzsche, n'est-ce pas, qui fait dire à Zarathustra, ainsi parle Zarathustra, je suis corps tout entier et rien d'autre. C'est que Nietzsche était fils de pasteur, hein, quand même, faut pas l'oublier. Il avait peut-être des comptes à régler. Et puis plus récemment, à Paris, vous savez peut-être que la Fédération protestante avait fait un stand et mené toute une opération d'aumônerie, hein, déjà dans les Jeux Olympiques, donc comme c'était en France, et il y a eu une édition spéciale du Nouveau Testament, dont je l'ai eu en main, mais c'était pas la mienne, j'étais obligé de la rendre, ça, j'ai trouvé ça sur Internet, et donc à l'intérieur, vous avez non seulement le Nouveau Testament, mais vous avez des témoignages d'athlètes chrétiens de toutes les langues. Ça a été publié donc en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en chinois, et puis j'oublie peut-être, enfin c'était un gros effort, hein, et c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est très actif dans l'aumônerie militaire protestante, la fédération, qui s'appelle Jean-Fred Berger, hein, et qui était chargé de gérer l'équipe donc de l'aumônerie des Jeux. Et puis en 2023, la Société biblique de Genève, vous savez, qui se mélange pas avec les autres sociétés bibliques pour des tas de raisons, a publié une édition spéciale du Nouveau Testament, là vous pouvez trouver ça à peu près partout, avec une préface d'Olivier Giroud, le Grenoblois, n'est-ce pas, vivait ses parents à 20 km de Grenoble, et donc il se revendique chrétien, plutôt évangélique, hein, même s'il arrive de donner son témoignage aussi bien dans des revues catholiques ou sans exclusive. Voilà, pour terminer, je pense qu'il y a encore... Oui, c'est ça. Il y a un petit livre qui est paru chez Biblio, donc le sport à l'image de la foi, hein, qui reprend les métaphores pauliniennes et qui élargit un peu le sujet. Et puis voilà, Olivier Giroud, ça a 5 ou 6 ans, c'est une revue catholique qui s'appelle Jésus, et il avait 33 ans, et ils ont osé titrer 33 ans l'âge du Christ. Moi, j'aurais pas titré ça parce que je crois que ça s'est mal terminé, vous voyez. Bon, voilà, mais bon. Voilà, bien, ce sera tout, vous voyez, pour aujourd'hui. Merci. Merci de votre patience, hein.